Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et merci, vous à Paris et également en ligne, de nous rejoindre pour cette 140e Assemblée Générale Ordinaire d'HEC Alumni qui s'annonce d'ores et déjà extraordinaire. Extraordinaire pourquoi? Grâce à votre présence, je crois que nous attendons 400 personnes ici à Paris et 400 personnes également en ligne, ce qui, peut-être Adrien confirmera, est un nouveau record. Bravo à tous. For English speakers in the room, you may have access to headsets if you want to follow the General Assembly in English. And online, I heard we had little hiccups, probably that have been fixed, so you probably are connected to the right channel and can follow everything in English. La raison fondamentale pour laquelle nous sommes aujourd'hui ce soir, qui est de parler d'HEC et des projets d'HEC, que ce soit pour vous la première fois que vous assistez à cette assemblée, et je crois qu'il y a plus de 250 jeunes diplômés qui sont connectés ou dans la salle, je pense qu'on peut les saluer, 250. Ou bien la 30e fois, ou parfois plus, Patrick Lissag me confiait qu'il en est aujourd'hui à probablement sa 40e Assemblée Générale, et il y a peut-être un peu plus aussi dans la salle. L'Assemblée est ouverte à tous les HEC, c'est un message important pour cette année et les suivantes, tout le monde peut participer. Alors, participer pourquoi? Pour profiter du meilleur cocktail de l'année lors de la Garden Party, bien entendu, mais aussi en profiter pour découvrir les projets d'HEC, de l'association et pourquoi pas s'engager maintenant ou dans les années à venir. Le programme qui nous attend ce soir sera rythmé par les temps forts habituels, le rapport moral du président, un temps fort d'échange autour d'HEC avec son nouveau président, monsieur Jean-Paul Agon, et bien sûr les classiques rapports financiers, résultats des votes sur les résolutions de l'Assemblée, avant l'élection du nouveau ou de la nouvelle présidente de l'association, et nous conclurons avec l'élection de l'HEC de l'année. Permettez-moi maintenant d'accueillir celui qui est H07, qui termine ce soir son deuxième mandat, c'est notre président à tous et c'est bien sûr Adrien Couret. Bonsoir à tous, comment allez-vous ? Eh ben moi je vais très bien, j'ai un très grand plaisir à vous retrouver ce soir. D'abord parce que ça va être l'occasion de se replonger dans une année qui a été extrêmement riche et le programme que Julien a présenté va en attester. Un grand plaisir de vous accueillir tous ensemble, c'est toute une communauté qui est réunie aujourd'hui. Vous les bénévoles, mais également les représentants de l'école avec Jean-Paul Agon et Loïc Perrache, les représentants de la Fondation, Olivier Sevilla et Delphine Colson, Daniel Bernard également qui est présent, les représentants de l'association, évidemment les membres du comité, mais aussi, et je tiens à les saluer, les anciens présidents des anciennes associations d'alumni de notre école. Je pense évidemment à Michel Bombard, Yves Couillard, Maurice de Carvé-Noël, Jacqueline qui je crois nous suit à distance, Stéphane Barret, Jean-Marie Yen, Emmanuel Chin, Martine Higonnet et Xavier Romatet. Tous signifient le lien qui nous unit entre les générations. Je voulais également saluer la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, Dominique Restineau, son président, Stéphane Fratacci, qui est en surveillance au milieu de la salle. Salut Stéphane. Mais c'est un grand plaisir de vous retrouver et vous avez déjà été quelques-uns à me le dire à l'occasion des quelques mots de salutation, dans un lieu qui est pour nous un lieu de tradition. Nous sommes heureux de revenir à la Chambre de commerce et d'industrie, dans un lieu qui signifie le lien maintenant séculaire entre notre communauté et la Chambre. Et c'est la raison pour laquelle je vous demande d'accueillir avec beaucoup d'applaudissements Dominique Restineau, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, pour un mot collectif. Moi, je suis beaucoup plus petit, donc je baisse le micro. Voilà, ça fait grand. Je ne vais pas vous demander comment vous allez, puisque j'ai entendu que vous alliez... Voilà, c'est parfait. Et non, Stéphane ne surveille pas. Il est heureux d'être parmi cette communauté. Voilà, je ne sais pas où il est, mais quelque part, je le vois là-bas. Mesdames et messieurs les présidentes et présidents, monsieur le président de l'école, à toi également, aux anciens présidents également, Olivier. Donc mon nom est Dominique Restineau. Oui, je fais partie de cette communauté également, puisque j'ai eu la chance
de faire une formation, alors qui n'est pas la formation d'origine. Mais j'ai entendu encore ce soir que tous les HEC étaient les bienvenus, donc j'en suis ravi. Merci. Effectivement, je suis heureux de vous accueillir au siège de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, qui en 1881, et je tiens à remercier mes prédécesseurs, ont créé cette école, cette magnifique école. Alors, ce lien, il est indéfectible. Je tiens, et nous nous voyons assez régulièrement, on va se revoir encore bientôt, voilà, parce que nous souhaitons construire cette vraie relation entre l'ensemble des parties prenantes de HEC, les alumni bien sûr, l'école bien sûr, la fondation, c'est toutes les parties prenantes avec la Chambre, puisque effectivement nous sommes actionnaires à 80, presque 10%, mais l'actionnariat c'est pas le plus important, l'important c'est ce que nous allons continuer à construire ensemble, et en tout cas c'est bien parti pour faire ça. Vous dire également que cet alignement est très fort et que nous continuons à avancer pour que vous ayez de très très beaux projets également dans cette école. Mais j'aimerais conclure surtout pour nous souhaiter un très bel anniversaire, puisque cette année en 2023, l'association fêtera ses 140 ans. Tu ne les fais pas. Sincèrement, tu ne les fais pas. Et en tout cas, je vous souhaite une merveilleuse soirée. Et je voudrais remercier à toutes celles et ceux qui, dans les équipes, travaillent. Il y en a que je connais depuis plus de 1, 2, 3 décennies et qui sont toujours là. J'en ai rencontré certains et donc je tiens à les remercier pour leur fidélité. Bonne soirée, passez un excellent moment. Merci Dominique pour tes mots. Avant de commencer notre assemblée générale, je voudrais, chers camarades, que nous nous souvenions de toutes celles et ceux qui, dans notre communauté, ont disparu depuis notre dernière assemblée et que nous leur adressions ensemble une dernière pensée amie. Comment ne pas évoquer en cette occasion la trop brutale disparition de notre camarade Denis Kessler, à 71 ans, après avoir combattu avec force la maladie qui le frappait injustement. Il est difficile de rendre hommage en quelques mots à Denis, tant les facettes de son talent étaient nombreuses. Il y a eu Denis l'économiste, celui dont les professeurs d'HEC disaient qu'il était le seul à véritablement comprendre la finance, et qui fut un des premiers à porter les enjeux de l'épargne dans le débat public. Il y a eu Denis, l'intellectuel engagé, bâtissant dans une érudition profonde mais toujours accessible, un corpus d'idées qui a marqué ces 40 dernières années, l'idée que l'entreprise doit être actrice de la transformation sociale. Il y a eu évidemment Denis l'assureur, chez AXA ou à la tête de la Fédération française des assurances, promouvant la culture du risque dans un pays pas toujours prêt à l'entendre. Denis, enfin, le grand capitaine d'industrie, qui tira en 20 ans la score des limbes pour en faire un leader mondial et français de la réassurance. Mais derrière ce parcours foisonnant et exigeant, certainement celui de l'un des patrons les plus marquants de ces dernières décennies, c'est à l'éthique de l'homme que je voudrais rendre hommage. En 2016, alors qu'il avait la charge d'être le grand témoin lors de la remise de diplôme d'HEC, il livrait à nos jeunes camarades ce propos plein d'humanisme. Notre génération, celle des baby-boomers, a accompli de grandes choses. Mais elle laisse aussi en héritage beaucoup de dettes et de défis à la charge des générations suivantes. Chaque génération devrait avoir pour mission de laisser le monde dans un meilleur état pour la génération suivante. Faites-le en assumant vos responsabilités, faites-le en chérissant la liberté. Et maintenant, pour rendre hommage à Denis et à nos camarades disparus, je vous demande de vous lever pour une minute de silence. Je vous remercie.
Chers camarades, c'est donc avec plaisir que nous allons réaliser l'exercice, un peu formel mais nécessaire, du rapport moral de notre association pour l'exercice 2022. Il s'agit pour moi de la fin d'un deuxième mandat et d'une année, et je le dis au nom de tout le comité qui accompagne l'activité de l'association, remarquable en termes de concrétisation de grands projets et d'un rayonnement et d'une activité inédits pour l'ensemble de notre communauté. L'occasion pour moi de remercier les bénévoles, de vous remercier, vous qui faites vivre quotidiennement le réseau, vous qui prenez part aux instances, vous qui êtes actifs à l'association bien sûr, dans les clubs, les hubs, les chapters, les commissions, au comité, mais aussi à la fondation, par exemple dans les comités de campagne, ou à l'école, par le mentorat, les interventions dans les cours, ou en tant que tuteur de stage. Alors 2022, qu'est-ce que ça a été pour nous? Ça a d'abord été une année de retrouvailles, après le confinement. Ça paraît loin, mais en fait, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. 2022, cela a été près de 1000 événements organisés, partout dans toute la communauté. On me dit 25 000 inscriptions, mais je sais par expérience qu'il y a beaucoup de non-inscrits dans les événements. Et une part de plus en plus importante, il faut le noter, de participants venant des chapters internationaux, à l'image d'une communauté qui s'internationalise. 2022, cela a été de grands temps forts dans notre réseau, auquel j'ai eu la chance de participer pour certains, l'accueil des jeunes diplômés en septembre, les différentes rencontres en région, je me souviens de celle de Hauts-de-France ou à Lyon, et puis le premier gathering depuis longtemps aux États-Unis, depuis l'ère Covid, avec une rencontre avec le chapter de New York et également avec le chapter de Montréal. 2022 est grande fierté pour la communauté, cela a été l'arrivée de Jean-Paul Agon à la tête de l'école, et nous l'entendrons plus tard sur ses premiers éléments d'enseignement, mais aussi des liens de plus en plus étroits entre l'association, la fondation, l'école, sur des grands projets, évidemment, sur lesquels on va revenir, comme la HEC UK House, le dîner de gala, qui a encore vu un fundraising record, mais aussi des liens qui se resserrent dans les projets du quotidien, comme avec la communauté des professeurs, qui sont maintenant membres à part entière de notre association, avec les étudiants, je mentionnais le mentorat tout à l'heure, également entre les équipes, par exemple les équipes d'HEC Talent et d'HEC Live Project. Plus précisément, pour notre communauté, 2022 a aussi vu des réalisations inédites se produire. Nous l'évoquions l'an dernier, la parution du livre blanc de la biodiversité, écrit à 7 voix par des jeunes et moins jeunes contributeurs de la communauté, sollicitant de nombreux experts, présenté depuis à la COP21, ainsi qu'au ministère de la Transition énergétique, autour de Madame la ministre Agnès Pannier-Runacher, HEC de l'année 2022. Dans la même lignée, je salue la création du club HEC Transition, qui porte une voix plus forte et transgénérationnelle de l'association sur les enjeux climatiques. Il y a les grands projets que vous connaissez et suivez depuis plusieurs années et qui se poursuivent. Je pense évidemment à HEC Venture, pionnier en matière de fonds alumni en France. Vous voyez que depuis, d'autres écoles essaient de nous copier. Et HEC Venture, ça a récemment signé son 18e investissement. Enfin, en 2022, nous avons célébré la diversité de notre communauté avec un très beau yearbook conçu par les équipes de la rédaction HEC Stories avant l'année 2023, et nous y reviendrons, qui consacre l'année de l'ouverture d'HEC à l'égalité homme-femme. Enfin, je n'oublie pas la solidarité très présente en 2022. Notre communauté s'est fortement mobilisée autour de la guerre en Ukraine pour soutenir nos camarades ukrainiens. Et nous avons eu l'occasion, durant la dernière graduation, d'entendre un témoignage très émouvant d'une étudiante diplômée d'Ukraine qui nous exhortait tous dans la communauté à poursuivre nos efforts. Fidèle à sa mission, notre association se transforme, se développe, à la mesure que la communauté se développe et se transforme aussi. Elle a besoin de vous, elle a besoin de votre soutien, par votre cotisation, évidemment, qui continue d'être un moteur essentiel de notre modèle, par votre soutien à HEC Stories, l'abonnement demeurant fondamental, mais surtout par votre engagement bénévole ou par le temps que vous pouvez consacrer à nous conseiller et à nous accompagner. Alors comme je ne voudrais pas donner à ce rapport moral la forme d'un exercice trop solitaire, et que la réalité du travail comme président de l'association, c'est que c'est un exercice collectif, je voudrais, pour poursuivre ce rapport moral, donner la parole à certains des membres du comité engagés à mes côtés et aux porteurs de projets,
Et je passe la parole à Véronique Erard, je l'invite à nous rejoindre sur scène, vice-présidente d'HEC Alumni et présidente de la commission réseau. Merci Adrien et merci à vous. Bonsoir. Je suis absolument ravie d'avoir l'opportunité d'être avec vous ce soir et de pouvoir vous parler du dynamisme de notre réseau. Alors la première preuve de ce dynamisme, Adrien l'a dit, ce sont les événements, c'est souvent ce qu'on voit le plus. Plus de 1000 événements cette année, et maintenant souvent hybrides, et donc diffusés partout dans le monde. En particulier, ça me donne l'occasion de saluer le dynamisme incroyable de nos 81 chapters, qui rassemblent aujourd'hui plus de 19 000 membres, et il faut savoir que ça fait à peu près plus de 30% par rapport à 2019, la période pré-Covid. Donc c'est une croissance impressionnante. Mais les réalisations de notre réseau ne se limitent pas aux événements. Le réseau, c'est aussi un certain nombre de projets pilotés par les clubs, et je vais me permettre d'en citer quelques-uns. Tout d'abord, le recueil Dictionnaire vécu de la gouvernance, publié et promu par le club Gouvernance. Mais aussi le prix de l'audace, réinventé cette année par le hub Marque et Médias. Ou encore les Mercures, qui sont également réinventés, qui sont devenus internationaux et qui vous ont permis de distinguer des entrepreneurs dans 7 régions du monde. Enfin, le dynamisme du réseau, et Adrien l'a dit aussi, ne serait rien sans les bénévoles qui l'animent. Vous êtes aujourd'hui plus de 1600 bénévoles actifs. Et c'est vous qui donnez à ce réseau la qualité et la puissance qui en font un service formidable au service de la communauté, de toute notre communauté, et aussi un levier de compétitivité indispensable à l'école. Alors la commission que je co-préside a pour objet de contribuer à l'animation de ce réseau. Je ne le fais pas toute seule, fort heureusement, ni avec ma coprésidente. Nous nous appuyons sur une équipe de 14 bénévoles, que je salue ici, et de 5 permanents, que je salue également. L'ambition de cette commission est simple. C'est d'arriver à connecter tous les alumni de manière à libérer la création de valeur de notre communauté. Je vais vous en donner quelques exemples et quelles sont nos priorités actuelles. Première priorité, en ce qui nous concerne, soutenir les bénévoles. Par exemple, à travers la mise à disposition de meilleurs outils. Deuxième priorité, travailler à rapprocher le réseau et l'école. Par exemple, en s'appuyant sur les clubs pro ou sur les clubs générationnels. Troisième priorité, mobiliser le réseau dans toute sa diversité pour arriver à faire face et contribuer à nos enjeux de transition. C'est absolument capital. Et enfin, last but not least, continuer à développer notre engagement à l'international, puisque le réseau, eh bien, de plus en plus, le réseau, c'est l'international. Voilà. J'espère que j'ai pu vous éclairer un petit peu, et au titre de l'international, et on a cette année quelque chose de particulièrement représentatif du rayonnement de notre communauté et notre réseau, avec l'inauguration de la nouvelle UK House. Cette UK House, située au cœur de Londres, est devenue un vrai point de ralliement pour tous les HEC qui habitent Londres et ceux qui passent par Londres. Et je vais appeler pour en parler Dimitri Boult et Delphine Moreau, qui le feront bien mieux que moi. Merci Véronique, merci Adrien. Effectivement, l'HEC UK House, vous en avez entendu beaucoup parler, puisque à l'occasion des 4 dernières assemblées générales, on en a parlé. Et cette année, la bonne nouvelle, c'est qu'on est passé du projet à la réalité. Et je crois que vous allez avoir d'ailleurs des images du lieu. Donc moi, je vous invite vraiment à y aller. C'est un lieu exceptionnel qu'on a inauguré le 22 mars dernier en présence de la Fondation, son président, de l'école, et Loïc également, et puis bien évidemment Adrien. 400 visiteurs en 2 jours, et je vous rappelle que cette maison maintenant des HEC, elle est idéalement située. On a mis un peu de temps à la trouver puisqu'elle est à Covent Garden. C'est très accessible de Saint-Pancras pour ceux qui viendraient de Paris. C'est un actif
bâtif assez remarquable de 400 mètres carrés qui a été entièrement réaménagé dans le cadre des travaux que nous avons financés et qui est porté par une société civile immobilière que nous avons constituée avec la fondation HEC. La bonne nouvelle, c'est qu'on a un peu de temps, puisqu'on est titré dans le cadre d'un bail emphytéotique pour près de 1000 ans, 990 ans exactement, donc ça va nous permettre de faire des choses. C'est une bonne chose pour un actif. Avant de passer la parole à Delphine, je voudrais simplement rappeler que l'acquisition et les travaux d'aménagement s'inscrivent dans le cadre des accords de l'Assemblée Générale, ont été financés notamment grâce à la mobilisation des fonds propres excédentaires de l'association et la contractualisation d'un emprunt bancaire à taux fixe et à un taux plutôt très bas avant l'inflation. Et aussi grâce au concours et au soutien de l'école, que je remercie une nouvelle fois très vivement, et de la Fondation qui a levé auprès des donateurs UK un peu plus de 2 millions d'euros, notamment aussi grâce à Delphine qui va maintenant nous parler de la vie de la maison. Merci Dimitri. Effectivement, nous avons peut-être 1000 ans, mais nous n'avons pas attendu. La maison remplit déjà son ambition. C'est une maison pleine de vie. Depuis fin mars, nous avons déjà accueilli évidemment le bureau de HEC UK, qui a aussi 2 employés d'alumni. Donc c'est le bureau qui fait partie de la direction internationale de l'école, qui est donc dans le HEC UK Office. Nous avons aussi accueilli des professeurs pour des masterclass et des étudiants. Nous avons déjà reçu 2 programmes, le programme Data Science for Business en avril, le programme Marketing la semaine dernière, et nous préparons maintenant le voyage Learning Expedition de Master Finance en septembre. Ils vont être entre 200 et 300. Les étudiants, les équipes, les professeurs, mais aussi les entrepreneurs. Nous avons créé un partenariat avec le Centre Entrepreneuriat Innovation pour que les entrepreneurs puissent venir en résidence dans la HEC UK House. Et évidemment, les alumni. Soit les alumni qui viennent lors des événements organisés par les clubs alumni. Donc nous avons en gros un événement par semaine. Si vous venez à Londres, faites-nous signe, il y aura forcément quelque chose qui se passe dans la maison. Et si vous venez de manière individuelle, nous vous accueillons dans la maison. Cette maison est votre maison. Que vous soyez ici à Paris ou en ligne, vraiment n'hésitez pas à venir nous voir. Nous vous accueillons tous dans la maison. Merci. Donc vous voyez, on y sera bien accueillis, notamment grâce à Delphine. Donc vraiment, je vous invite, si vous passez à Londres, à aller voir la maison HEC. Et je voudrais également compléter le fait que nous sommes toujours à la recherche de corporate sponsors, notamment pour atteindre l'équilibre. Et je vous invite à aller voir. Vous verrez que c'est un fantastique pied-à-terre pour les entreprises qui travaillent avec Londres, qui veulent se rapprocher de notre communauté qui est très vivante là-bas. Et en plus, vous y verrez des lieux très, très fonctionnels et très agréables. Donc merci surtout de bien relayer le message et en cas, si vous avez besoin de questions, vous adressez auprès de Delphine ou à l'association. Et puis vous verrez, on ne fait pas qu'acheter des lieux, parce que c'est quand même, on ne le fait pas tous les 4 matins, comme vous pouvez l'imaginer, mais on fait aussi des événements qui sont exceptionnels, puisque notamment sous la houlette de Marguerite Galland, à qui je vais laisser la parole, notamment pour vous parler du gala. Et je voudrais également rappeler que la maison HEC, elle a été rendue possible par une mobilisation énorme de l'association, dont Marguerite, et aussi du Chapter UK qui s'est mobilisé. Donc je voudrais vraiment les remercier très chaleureusement une nouvelle fois ce soir. Merci. Merci Dimitri, Delphine. Alors le gala, je vais vous parler un petit peu du gala. Effectivement, parmi les grands projets de l'année 2022, tu l'as rappelé Adrien, et ça s'est reproduit en 2023, il y a ce dîner de gala dont je pense nous avons trouvé un petit peu la formule. C'est 300 personnes dans un lieu exceptionnel à Paris, avec une grande soirée de prestige qui réunit les alumni sous les couleurs d'HEC, avec des standards d'exigence très élevé pour cette soirée, mais teinté d'une convivialité toute HEC. Et c'est la spécificité aussi de ces galas parisiens, une levée de fonds, un appel à dons exceptionnel pour la Fondation HEC. Alors si on revient un petit peu sur
sur les événements, notamment celui de 2022. Il a eu lieu au Palais Brognard, c'est un lieu somptueux. Le projet soutenu à l'occasion de cette soirée était le projet HEC Imagine Fellows. C'est un programme qui a été imaginé par l'école et la fondation avec Adrien Nussenbaum, diplômé de 2001, qui permet d'accompagner des élèves issus de pays en guerre pour financer leur scolarité à HEC et permettre également à l'école de développer tout un ensemble d'accompagnements pédagogique autour de la thématique de la paix. Donc vous pouvez l'imaginer, c'est un sujet qui a beaucoup résonné en 2022 avec l'audience du gala. Il faut croire que le porteur du message, Adrien Nussenbaum, a bien entraîné derrière lui une salle. Il était le premier mécène évidemment de ce programme et dans son sillage, c'est plus de 800 000 € de promesses de dons qui ont été collectés au cours de la soirée. Donc c'était un grand moment. Un grand moment de fierté pour la communauté HEC de se rallier derrière cette belle cause. Et pour la 3e édition du gala, qui était il y a moins de 3 semaines au musée Rodin, eh bien, on a remis ça avec une formule un petit peu similaire. Cette fois-ci, une cause soutenue qui était Eloquentia à HEC, un programme d'égalité des chances de l'école qui se porte sur les lycéens et qui à travers l'éloquence, leur redonne confiance. Ça a été de nouveau un très beau résultat, un très beau score pour la Fondation, une magnifique soirée. Et peut-être plus qu'un long discours, je vais vous laisser avec un petit film très court qui vous présente ce bel événement. C'est le 3e gala que l'on organise et l'intention elle est simple, c'est le plaisir de se retrouver ensemble, mais on a aussi l'envie d'envoyer des messages forts. L'endroit est merveilleux, j'ai l'impression que tout le monde est content d'être ensemble, donc à la fois détendu mais pour une cause, et je crois que c'est un bon mélange. Maintenant le gala c'est une occasion aussi de partager des temps forts de la vie d'HEC qui se transforme et aussi de mettre en lumière des sujets et des projets qui tiennent à cœur. Cette année c'est les 50 ans de l'ouverture d'HEC à la mixité. Et puis on va aussi fêter les engagements d'ouverture sociale de l'école. Et ça sera l'objet de la levée de fonds de la Fondation HEC qui soutient le programme Eloquentia at HEC qui est véritablement un programme de promotion des talents issus de toutes les couches sociales de notre pays. C'était vraiment une superbe soirée, les alumni étaient ravis, franchement on a passé un moment exceptionnel, le lieu est merveilleux, enfin, le musée Rodin c'est magique. On est très fiers aussi des montants levés pour la Fondation ce soir, on a décompté 635 000 €, ce sera peut-être un peu plus. Je pense qu'on a tous le cœur qui bat pour cette école et c'est le moment où on se retrouve, toutes générations confondues, toutes formations confondues. On est très chanceux de pouvoir être accueillis ici. C'était un très bel élan de générosité pour une très belle soirée, une très belle cause. J'en profite pour remercier tous les alumni qui ont participé à ces galas, tous ceux qui ont soutenu les dons au cours de la soirée. Et je vous invite très chaleureusement à participer au prochain. Et maintenant, j'ai le plaisir de convier sur scène Hélène Bourboulou, présidente d'HEC au féminin, qui va vous parler d'une thématique qui nous tient beaucoup à cœur cette année, Hélène. C'est les 50 ans de la mixité d'HEC. Merci. Je vois au fond de la salle certains de nos camarades qui ne sont pas assis. N'hésitez pas, venez, il y a des places devant. Voilà, n'hésitez pas. Vous serez mieux que debout. Désolé. Non, avec plaisir. Bonsoir à tous. Il y a 51 ans, HEC était déjà situé à Juan-Josas. Mais c'était une école de garçons. HEC Jeunes Filles, créé en 1916, était un programme dédié aux femmes qui leur permettait ou leur permettrait d'accéder au monde des affaires. Mais en 1973, HEC Jeunes Femmes ferme, jeunes filles, déjà curieux comme appellation, parce qu'on imagine HEC Jeune Homme. Et le concours d'HEC s'ouvre aux femmes. 50 ans, c'est peu, mais ce sont des années qui ont vu la place des femmes dans la société évoluer très fortement. Les HEC y ont contribué, hommes et femmes. L'école a formé des femmes dont les réussites et les combats ont fait bouger les lignes. Et nous les mettons à l'honneur cette année.
Vous avez pu voir des portraits de ces rôles modèles à l'entrée, lors du gala, sur les réseaux sociaux, diffusés chaque semaine depuis le 8 mars. On culminera le 29 novembre par une grande soirée festive et inspirante qui, en tant que telle, ne va pas se contenter de célébrer l'histoire et le passé, mais plutôt de cranter des messages d'avenir pour ne pas revenir en arrière. Autour de ces 50 femmes et avec vous tous, hommes et femmes, au pavillon Dauphine, pour cet événement exceptionnel, soyez au rendez-vous. Nous annoncerons également un nouveau nom pour ce groupement, plus en phase avec ses convictions sur la mixité, hommes-femmes, plus ouvert vers l'international, mais également une nouvelle gouvernance en route vers la parité, reflet de notre école et de notre ambition de recherche d'équilibre dans la valorisation des différences de chacun. L'égalité homme-femme n'est pas une utopie. C'est un enjeu majeur de nos sociétés et un ingrédient indispensable de la vie de nos entreprises. Nous avons tous une responsabilité dans l'inclusion et la promotion des femmes pour que la mixité tienne toutes ses promesses. Pour HEC, ce sera aussi un moment d'affirmation de ses convictions et de prise d'engagement pour soutenir l'excellence au féminin autant qu'au masculin. Et en suite logique de tout ça, HEC Ventures, avec Emmanuel Miquel. Alors un mot sur HEC Ventures. Donc, HEC Ventures, c'est le premier fonds d'investissement HEC. C'est un fonds pionnier, le premier fonds en France de capital risque d'alumni, aujourd'hui imité par d'autres grandes écoles, l'IX, Supélec, mais on a été les premiers à le faire. Alors 3 ans après son lancement, qu'est-ce qu'on peut dire d'HEC Ventures? Aujourd'hui, on a 18 investissements au sein d'HEC Ventures, dans des sociétés basées en France, à Singapour, en Allemagne, aux États-Unis. Toutes ont une dimension HEC par leur fondateur ou leur équipe de management. Et ce vivier d'HEC, on le savait profond et on l'a confirmé avec HEC Ventures. Il est profond grâce à l'ensemble des travaux qui sont menés par Eloïc et ses équipes dans les programmes d'entrepreneuriat type Startup Launchpad, type HECX Entrepreneur, mais également l'incubateur HEC à Station F, et puis par tous les projets que les alumni portent ou accompagnent. Ce sont des travaux qu'on a menés et qu'on a en collaboration avec les équipes d'Euraseo, puisque comme vous le savez, on a décidé de confier les décisions d'investissement et de collaboration à Euraseo Ventures, ex-Idinvest, puisque ça n'est pas le métier d'HEC Alumni et on a voulu promouvoir être au plus haut niveau des décisions d'investissement. Donc ces sociétés, elles bénéficient de l'accompagnement d'HEC, à la fois d'HEC Alumni par son réseau, mais également d'Euraseo Ventures. Et aujourd'hui, tous les ingrédients sont réunis pour réussir. Alors aujourd'hui, l'environnement est exigeant pour ces sociétés de la tech, mais le portefeuille se comporte très bien et on est aujourd'hui très heureux du profil d'investissement qu'on a pu co-construire avec les équipes d'Euraseo. Donc aujourd'hui, il reste à peu près 5 investissements à réaliser et on arrivera au bout du déploiement du fonds. On commence, comme vous l'imaginez, à réfléchir à la suite et probablement à l'idée d'avoir un deuxième fonds d'investissement, peut-être en 2024. On fera sans doute appel à vous si vous souhaitez investir dans cette classe d'actifs. Et donc on aura l'occasion d'en discuter, j'imagine, en 2024. Pour finir ce panorama des projets, j'appelle Xavier Romaté, président d'HEC Éditions. Merci, bonjour. Je suis ravi de remonter sur cette scène qui me rappelle de très bons souvenirs. Je vais vous parler en 2 minutes d'HEC Éditions. Vous savez qu'HEC Éditions, c'est la filiale publication et médias de l'association HEC Alumni qui a été créée en 2021 et dont l'objectif est de gérer tous les assets médias de la communauté HEC Alumni. Cette filiale a comme objectif d'optimiser la stratégie de contenu au travers des magazines et au travers des contenus médias digitaux et audiovisuels
Et puis nous avons voulu, au travers de cette filiale, intégrer la régie publicitaire pour essayer d'optimiser les contenus auprès des annonceurs de la communauté, avec un discours très affinitaire entre les contenus et les cibles que nous visions au travers de ces médias. Le business plan sur 3 ans prévoyait, à partir de 2021, 2 années d'investissement et puis ensuite une croissance importante. Mais comme vous le savez, depuis 2021, il s'est passé beaucoup de choses, et notamment dans le monde des médias, qui a été traversé par une crise qui, évidemment, nous a également touchés. D'abord, le marché publicitaire, et notamment le marché publicitaire du print, n'a pas été favorable, et il y a eu une accélération de la migration du print vers le digital. Deuxièmement, il y a eu une augmentation extrêmement forte de ce qui coûte très cher dans un magazine, qui est le coût du papier. Et le coût du papier a quasiment doublé en 1 an. Et aujourd'hui, c'est un vrai luxe de produire un magazine de contenu comme HEC Stories. Et puis, troisièmement, le business model était basé sur les abonnements à HEC Stories. Et les abonnements étaient un fort levier de développement. Or, ces abonnements sont intégrés dans l'Infinity Pass. Quand vous souscrivez à l'Infinity Pass, vous avez 2 ans d'abonnement gratuit. Et on a beaucoup de mal à transformer à l'issue de ces 2 ans les abonnés gratuits en abonnés payants. Toutes ces raisons font que nous sommes obligés d'ajuster le business model d'HEC Éditions et que, en accord avec Adrien et le comité, nous avons pris un certain nombre de décisions de façon à retrouver une trajectoire économique qui était celle qui était prévue au départ. D'abord, nous allons diminuer le nombre d'imprimés et le nombre d'éditions d'HEC Stories, de façon à réduire le coût de réalisation du magazine, tant en diminuant donc le nombre d'exemplaires qu'en diminuant les coûts de réalisation de ce magazine. Ensuite, nous allons investir fortement, grâce à ces économies, dans la production de coûts et de contenus digitaux, et vous allez voir fleurir à la fois sur les réseaux sociaux et sur les sites internet l'Alumni Journal et une multitude de nouvelles initiatives que nous allons prendre avec les équipes d'HEC Stories pour développer ces contenus digitaux. Et enfin, nous allons fortement développer, au travers de partenariats rentables avec un certain nombre d'annonceurs, des contenus qui sont des contenus beaucoup plus monétisables. Et je vous annonce d'ailleurs que parmi ces contenus, la reprise des matins HEC qui avait connu un grand succès est probablement à l'ordre du jour. Enfin, nous allons développer des collaborations vertueuses avec les équipes de communication de l'école, puisque l'école, tant en termes de capacité de production qu'en termes de capacité de diffusion au travers de ces médias sociaux qui sont extrêmement puissants, peut offrir à nos contenus des prolongations et notamment des diffusions plus importantes que celles que nous rencontrons aujourd'hui. Donc nous sommes dans une migration et un pivot, donc je fais le lien avec HEC Venture, nous pivotons de façon à retrouver un business model qui est compatible avec les moyens d'HEC Alumni, et je vous invite à soutenir les différentes initiatives d'HEC Stories, d'abord en vous connectant sur les réseaux sociaux, en regardant les contenus digitaux, et puis en vous abonnant ou vous réabonnant à ce formidable magazine qui est HEC Stories. Et vous pouvez le faire, je crois qu'il y a derrière moi, ou il devrait y avoir derrière moi, un QR code qui vous permettrait de vous abonner directement si vous ne l'avez pas déjà fait. Voilà donc pour cette migration, cette mutation, de façon à ce que les contenus d'HEC soient à la hauteur, à la dimension, à la fois économique et de qualité de ce que la communauté Alumni mérite. Je vous remercie beaucoup et je laisse la parole à Adrien. Merci Xavier et merci à tous. J'espère qu'au travers de ce panorama, vous avez pu toucher du doigt ce qu'était devenu la variété des métiers, mais aussi des enjeux de l'activité de l'association. Notre communauté évolue, comment mieux l'animer, comment mieux communiquer. C'est l'ensemble des projets qu'on a présentés participent en fait de cet enjeu-là. On voit bien qu'aussi, au travers chacun de nos grands projets, que la question des liens entre l'association, la fondation et l'école deviennent de plus en plus décisifs. Et puis on voit que c'est un travail collectif. Et au travers des prises de parole de Véronique, de Dimitri, de Xavier, d'Emmanuel, de Delphine et d'Hélène, que je remercie, c'est tout le travail du comité et tout le travail derrière de l'équipe permanente qu'il faut également très largement saluer.
Justement, je souhaite terminer ce rapport moral en partageant quelques mots sur la dynamique du comité HEC Alumni, qui a fait en bonne gouvernance, comme chaque année, son auto-évaluation. La définition d'une feuille de route partagée, que nous avions présentée l'année dernière, a permis d'améliorer les scores sur l'efficacité du comité. L'engagement de tous compte et aujourd'hui, avec un taux de présence de 79%, le comité doit encore progresser. Ce soir, vous allez découvrir les 7 membres élus par cette Assemblée générale qui rejoindront le comité pour les 3 années à venir et qui seront à pied d'œuvre dès aujourd'hui pour écrire la prochaine page de la longue histoire de l'association. Mais en attendant, projetons-nous et laissons la place à un moment que vous attendez tous. J'ai le plaisir d'inviter à me rejoindre sur scène Jean-Paul Agon, président d'HEC Paris. Et alors sur le papier, on a mis plein de guillemets, grand HEC, voilà, on a plein de guillemets autour de ça, qu'on ne présente plus. Jean-Paul a pris la tête de l'école en avril 2022, et après un peu plus d'1 an en qualité de président, administrateur de la Chambre de commerce, nous sommes curieux d'entendre, Jean-Paul, tes premiers enseignements. Alors Jean-Paul, bienvenue. Merci Adrien, merci. Tu as pris la présidence, Jean-Paul, de HEC en avril dernier. Je crois que tu connaissais déjà bien l'école et la fondation par tes différents engagements, peut-être un petit peu moins l'association. Alors avec un an de recul, comment est-ce que tu regardes les choses? Bien, bonsoir. Tout d'abord, je dois dire que je suis très heureux, je trouve que c'est une mission formidable qui m'a été confiée par Dominique et Stéphane par la Chambre de commerce, parce que comme tu l'as dit, je suis un élu de la Chambre de commerce, mais aussi d'ailleurs, comme tout le monde le sait, effectivement un HEC de longue date, HEC 78, et je dois dire que j'ai découvert à travers cette mission une organisation très riche, des gens extraordinaires, entre l'école, avec Éloïc qui la dirige de manière extraordinaire, l'asso avec toi Adrien et Marguerite, la fondation avec Olivier, Delphine et les équipes. Et il y a vraiment, je trouve, une richesse de talent, une richesse d'énergie, une richesse d'ambition, une richesse d'enthousiasme qui est absolument formidable. Alors, je crois d'ailleurs que si on arrivait, et là-dessus, je sais que Adrien est d'accord, Olivier aussi, et Loïc, je pense que si on arrivait à encore mieux coordonner, synchroniser ce que font ces 3 entités, ça donnerait à HEC au global une puissance, une modernité, une capacité d'impact encore beaucoup plus forte que ce qu'on a aujourd'hui. Bon, c'est pas dévoiler un secret que de dire qu'on y travaille. Hein, et je veux remercier d'ailleurs Adrien qui a été un des premiers à suggérer qu'on mette nos intelligences ensemble pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut mieux travailler tous ensemble pour donner plus d'impact, plus de puissance à la communauté HEC. Et à ce sujet, si tu me permets aussi, je réfléchissais justement un petit peu à l'association, etc. Et en fait, moi, j'ai une idée que je voudrais partager avec vous. Alors, elle est un petit peu, je ne sais pas, peut-être un petit peu nouvelle, quoi. Mais quelque part, c'est un ressenti que j'ai moi-même vécu et je voudrais le partager avec vous parce qu'on est tous des anciens HEC dans cette salle. Et moi, je veux dire que quand j'ai fait HEC il y a longtemps, en 78, j'ai fait l'école, j'ai adoré mes années à l'école. Je faisais partie d'une communauté quand j'étais dans l'école. Et puis après, j'ai fini l'école, je suis sorti de l'école. Et après, j'ai fait partie d'une autre communauté, qui était la communauté des anciens de l'école. Et quelque part, je trouve, moi-même d'ailleurs, j'ai vécu ça comme ça, j'étais plus tellement lié à l'école. L'école, je m'y intéressais plus. Je n'étais pas tellement intéressé à avoir des nouvelles de l'école, je n'étais pas tellement impliqué avec l'école, je n'étais pas tellement contributeur à l'école. Et maintenant que je suis dans ce rôle, je me rends compte à quel point je trouve qu'il y a une perte de continuum
entre la communauté des élèves, la communauté des HEC, et après l'autre communauté qui est la communauté des anciens HEC. Et je trouve que là aussi, on pourrait avoir un impact beaucoup plus fort, une puissance pour HEC beaucoup plus importante si on arrivait à mieux créer ce continuum entre la communauté des étudiants et la communauté de ceux qui ont été étudiants. Et alors je ne sais pas comment le faire. Hein, je suis sûr qu'Adrien, qui est très intelligent, très créatif, avec Marguerite, ils vont trouver, avec vous tous d'ailleurs, parce qu'en plus, vous bénéficiez à l'association d'une kyrielle d'anciens présidents qui sont certainement des excellents conseillers. Mais je suis convaincu personnellement que, en plus, à mon avis, ça serait assez innovateur, parce que je crois que toutes les écoles sont un peu dans ce cas-là. Toutes les écoles ont une communauté des anciens, mais qui finalement qui est assez, j'ose le terme, détachée de l'école. Pas vous, bien sûr, parce que vous êtes là ce soir et vous êtes actifs, etc. Mais enfin, on a 72 000, combien d'anciens HEC? 73 000 d'anciens HEC. Combien d'anciens HEC sont encore proches de l'école, impliqués avec l'école, contributeurs à l'école, présents à l'école? Très très peu, c'est infime. Et donc je pense qu'il y a vraiment une idée à travailler sur ce continuum, autour de cette idée un peu simple. Mais bon, vous savez, moi je viens du marketing, donc j'ai toujours des concepts assez simples, qui est de dire un peu HEC un jour, HEC toujours. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas le club des anciens au sens le networking, c'est pas le Rotary Club, quoi. C'est le club, c'est le club des HEC. Et je pense qu'on pourrait imaginer quelque chose de plus fort et de façon à associer cette communauté HEC qui est donc de plus de 73 000, parce que c'est 73 000 plus ceux qui sont à l'école. Il y a combien à l'école, Éloïc? Éloïc, il y a combien à l'école aujourd'hui? Mais il parle avec Dominique, c'est normal. Je ne veux pas vous interrompre, mais il y a combien d'élèves à l'école à peu près? 4 000. Donc tu vois, c'est pour moi, la communauté HEC, pour moi, il n'y a pas deux communautés. En plus, pour être franc, j'ai passé samedi la journée avec la remise des diplômes, qui est un moment absolument extraordinaire. C'est une émotion formidable. Et pour moi, il n'y a pas deux communautés. Il devrait y avoir une seule communauté. Il y a la communauté des HEC. Et il y en a qui sont sur le campus, et il y en a qui ont été sur le campus. Et un HEC, c'est un HEC pour la vie. S'il n'y a pas un HEC à un moment donné qui devient un ancien HEC, c'est HEC un jour, HEC toujours. Et donc là, je pense qu'on peut vraiment essayer de travailler à créer ce continuum, à impliquer les anciens avec l'école, dans tous les domaines, domaine de l'éducation, dans le domaine des activités, dans le domaine de l'impact, dans le domaine de la contribution aussi. Hein. Excusez-moi, je suis un peu long, mais j'en profite parce que je n'ai pas toujours l'occasion de vous avoir sous la main. Donc, moi, je crois beaucoup à cette idée. Et si tu es d'accord, Adrien, avec Marguerite et Loïc et Olivier, peut-être qu'on pourrait travailler autour de ça pour inventer quelque chose de nouveau. HEC un jour, HEC toujours, je crois qu'on a un super mot d'ordre que tu nous proposes, Jean-Paul. Et merci pour cette vision. En tout cas, c'est... Merci. C'est la devise du club Genshare. Voilà. Ben voilà, très bien. Voilà. Je suis désolé, hein. C'est pas du plagiat, hein, je ne savais pas. On a notre projet, HEC un jour, HEC toujours. Merci pour ton enthousiasme, Jean-Paul. Et peut-être pour se parler d'autres projets qui sont ceux de l'école. Il y a une magnifique... le campus. Il y a une magnifique évolution qui arrive, le campus. J'ai préparé un papier parce que c'est un sujet sérieux. Depuis le temps qu'on vous en parle oui, et dans la salle, je pense que certains parmi vous se souviennent des codouches, oui, bien sûr. Du bâtiment D et E. Tout ça va changer. Il y a pas mal de choses qui vont changer. En tout cas, ça fait longtemps qu'on vous parle d'un grand projet campus. Pourquoi? Tout simplement parce que HEC... je voudrais quand même dire encore une autre petite chose, si j'ai encore 2 minutes. Moi, je voudrais vous dire aussi que je suis extrêmement impressionné par
C'est pour ça d'ailleurs que j'ai tellement d'enthousiasme pour qu'on essaye de faire encore plus, parce que je trouve que HEC a une puissance, a une renommée, a une réputation, a un impact potentiel qui est absolument extraordinaire. Et là encore, je tiens vraiment à féliciter Eloïc et toute l'équipe de l'école, justement. Les professeurs qui sont incroyables, c'est vraiment extraordinaire. Je vous encourage tous, d'ailleurs, tous ici ce soir, et ceux qui nous regardent en visio, d'aller sur le campus, de revenir sur le campus, de participer à la vie de l'école. C'est vraiment extraordinaire. Et donc, cette école a un impact extraordinaire. Et bien évidemment, cette école mérite une rénovation de ses locaux, de ses bâtiments, parce que bon, on aime tous HEC, il y a un petit côté vintage hein, dans nos bâtiments. C'est pour le dire avec un peu de positif. Mais bon, on se dit aussi qu'on serait quand même très heureux d'avoir de refaire nos bâtiments, à la fois parce qu'on a besoin de modernité, on est dans une nouvelle époque. On ne peut pas avoir des bâtiments d'HEC dans les années 2025-2030 qui soient les mêmes que ceux où moi j'étais quand j'étais en 78. Il y a un problème. Donc il faut qu'on crée des nouveaux bâtiments et qu'ils soient aussi des bâtiments emblématiques, iconiques de cette école. Cette école mérite quelque chose, mérite des bâtiments qui soient à la hauteur de sa réputation, de ses enjeux, etc. Donc bref, ça y est, c'est lancé. Alors, j'ai pris un petit papier parce qu'on a eu ce matin le conseil d'administration de l'école et d'HEC. Et donc, le projet immobilier avance avec un comité du conseil d'administration dédié sur le projet campus. On a une nouvelle directrice immobilière qui a rejoint l'école pour lancer le projet. Le pré-programme et le plan guide ont été finalisés. Et toutes les études techniques et juridiques préalables ont également été menées. Et donc, un appel à candidature, ça y est, a été publié le 25 mai. Et c'est une étape très importante pour le démarrage d'un processus très sérieux qui aboutira, après les phases de sélection et d'études, à la réalisation complète des phases de construction et de rénovation dans les 5 à 6 ans. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, donc, l'appel à candidature est lancé. Il y a plus de 100 professionnels. Comment ça se passe, un appel à candidature? Pour ceux qui ne le savent pas, donc les cabinets d'architecture, de promotion immobilière se lancent sur le sujet. Et donc, il y a plus de 100 professionnels qui ont retiré le dossier de la plateforme. Et donc, on aura une date limite de candidature au 10 juillet. Et à cette date, nous saurons donc qui s'est proposé, qui candidate pour ce projet. Et nous choisirons 4 équipes d'ici septembre pour réaliser un projet final sur lequel une décision sera prise. Je crois que c'est d'ici la fin de l'année. Non, c'est même plus tard que ça, c'est à l'automne 2024, parce que là, il s'agit vraiment d'aller dans le détail. Et nous aurons un choix final pour ce grand projet de nouveau campus. Donc, nous sommes ambitieux, hein, tous ensemble, avec la Chambre, avec l'école, avec la Fondation, avec l'association. Nous sommes très ambitieux. Quelque part, ce projet campus doit être un petit peu le projet symbolique de cet HEC du XXIe siècle que nous voulons tous créer, tous ensemble. Merci beaucoup Jean-Paul pour tes mots. Je propose qu'on applaudisse. Et on a parlé de l'association, on a parlé de l'école. Évidemment, il manque un troisième pied à l'édifice. C'est la Fondation avec Olivier Sevilla et Delphine Colson que je vous remercie d'accueillir. Bravo. Oui. Alors je crois que pour la Fondation, il y a des jalons qui avaient été posés il y a quelques années, qui sont en train d'être franchis. Vous êtes une fondation et donc vous comptez en fundraising. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous en êtes? Et puis la dynamique, les actualités, ce que vous attendez aussi de la communauté? Absolument. Bon, d'abord, je voudrais remercier Adrien pour son invitation et dire à quel point la relation est exceptionnelle entre l'association et la Fondation. Tous ces projets qui sont initiés d'ailleurs par l'association auquel la Fondation est ensuite associée, sont des vrais succès communs. Et je trouve qu'on travaille de plus en plus ensemble
avec l'école, c'est tout à fait naturel également. Alors, oui, je peux répondre à cette question parce que je voudrais vous mobiliser. J'ai envie de dire, une fois que vous avez payé votre cotisation à l'association, il y a beaucoup plus que vous pouvez faire pour cette formidable école qui est HEC, que nous pouvons faire pour cette formidable école qui est HEC. On a lancé effectivement une campagne dénommée Impact Tomorrow, il y a maintenant 4 ans. Elle se termine dans 1 an. C'est une campagne très ambitieuse, qui est inédite dans la sphère de l'enseignement supérieur français, parce qu'on vise 200 millions d'euros. Je veux dire, on est en bonne voie pour réussir. Mais il y a encore un effort à faire. On a encore besoin de la mobilisation de tous, de toutes. L'école a besoin de nous. Je voudrais vous donner quelques points de référence. La Fondation HEC, c'est 13 millions d'euros de financement de projets à l'école, pour l'école, en faveur de l'école en 2022, dont la moitié sur l'égalité des chances et la diversité, le reste sur la pédagogie et la recherche. Et donc, c'est une contribution significative à l'école. Je voudrais insister sur un point dont je me suis rendu compte que nous, anciens HEC, on ne savait pas toujours. HEC n'a pas véritablement de soutien public, contrairement aux écoles d'ingénieurs, aux écoles de sciences politiques dans ce pays. Pour autant, se bat au plus haut niveau dans la compétition mondiale, contre des concurrents anglo-saxons, la plupart du temps, qui, eux, bénéficient de fundraising beaucoup plus importants qu'HEC. Donc, moi j'ai acquis la conviction, après 4 ans à la tête de la Fondation, que l'école a besoin, pour continuer à se développer, d'une fraction structurellement plus importante de fundraising dans son business model, pour pouvoir rivaliser et faire notre fierté collective à tous, d'être très haut dans les classements. Il faut qu'on puisse se battre avec les mêmes armes que les business schools anglo-saxonnes. Donc, j'ai envie de vous dire, une fois que vous avez réglé votre cotisation, et sans attendre, rejoignez-nous. Parce qu'il y a un énorme paradoxe que je vais quand même pointer du doigt. D'un côté, on a la plus belle fondation de l'enseignement supérieur en France, enviée par beaucoup, si ce n'est par tous. Et on fait ça avec 2300 donateurs sur 77 000 alumni. Le potentiel que nous avons est énorme. L'école a besoin de nous. Aidez-nous. Je finis par ça. Et Delphine, je suis désolé, j'ai peut-être pris un peu trop de temps, mais je voulais que mon message soit clair. Non, je crois qu'il l'est. Alors, moi, je voudrais simplement préciser, tu le disais, que vos dons se transforment en projets pour l'école. Je pense que certains d'entre vous qui étaient au gala ou à notre convention l'année dernière ont pu rencontrer Behishtar, Lima, qui sont arrivés d'Afghanistan dans des conditions assez difficiles, qui s'épanouissent sur le campus. Lima va faire son premier stage chez Veolia. Donc, c'est vraiment pour... Ça donne corps, en fait, à notre engagement, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on se bat. Et c'est pour ça aussi qu'on a besoin de dons, c'est pour faire bouger les lignes. Moi, je voudrais simplement rappeler que tous les dons sont importants. Évidemment, les dons comme celui qui est encore inégalé aujourd'hui, celui de Philippe Fouriel d'Estezé, à qui nous rendions hommage la semaine dernière, et quelques camarades de sa promotion, est évidemment très important. Mais je pense que aussi beau est le don des 450 jeunes diplômés de la promotion 2023 qui viennent de faire leur premier don à la Fondation à l'occasion du Class Gift, qui est ce dîner qui précède la cérémonie de remise des diplômes. Donc j'ai envie de dire, aidez-nous à faire bouger les lignes, engagez-vous avec nous, il nous reste 1 an. Donc si vous ne connaissez pas encore le site de la Fondation pour donner, je vous le donne, c'est give.fondationhec.fr. Et je vous remercie énormément de votre soutien. Merci à tous les 3, ça trace la route et nous continuons le programme de notre assemblée. Merci à tous.
Alors 200 millions d'euros, HEC un jour, HEC toujours, le campus du 21e siècle, c'est sûr qu'à côté de tout ça, la séquence qui nous attend va peut-être vous sembler un peu terne. Alors pour ceux qui êtes connectés en ligne, surtout restez en ligne, parce qu'elle est, Arnaud a coutume de le dire, Arnaud Joubert, c'est pas toujours le moment le plus sexy de l'Assemblée, mais il est ô combien nécessaire pour financer le quotidien de la communauté et aussi les projets dont on a parlé. Donc sans plus attendre, la parole à Arnaud Joubert. Bonsoir à toutes et à tous. Permettez-moi de débuter en vous présentant mes excuses pour mon absence ce soir parmi vous. J'avais un engagement professionnel pris de très longue date qui me retient en Écosse ce soir. J'ai le plaisir de vous présenter les comptes de l'association pour 2022, qui sont des comptes qui se présentent dans un contexte qui s'est complexifié depuis 2 ans, avec notamment la filialisation de nos activités d'édition et avec l'acquisition d'HEC UK House. Et donc, je vous présenterai des comptes dans lesquels vous aurez parfois des comptes agrégés qui regroupent nos 2 filiales et l'association, et parfois uniquement des chiffres concernant HEC Alumni. Tout d'abord, en ce qui concerne l'excédent de l'année, vous pouvez constater qu'il se présente à hauteur de 433 000 euros, en très forte augmentation par rapport au budget et en très forte augmentation par rapport à 2021. Ceci s'explique essentiellement par un résultat exceptionnel au niveau de l'association de 560 000 euros, qui correspond à 2 subventions exceptionnelles que nous avons perçues de la part de l'école. La première de 200 000 euros, qui nous permet de faire face au service de l'emprunt contracté par l'association pour acquérir HEC UK House, et l'autre de 360 000 euros, qui correspond à une subvention exceptionnelle pour nous aider à faire face au financement des aménagements d'HEC UK House. En ce qui concerne HEC Édition, le déficit s'est creusé par rapport à l'année dernière et par rapport au budget, et des mesures importantes de réduction de nos coûts et d'amélioration du résultat sont entreprises pour 2023. Alors, dans le détail, notre compte de résultat 2022 présente une augmentation de ses produits d'exploitation qui s'explique par l'augmentation de la subvention perçue de l'école, puisque 2022 est la dernière année d'augmentation de cette subvention, qui est passée d'1,5 million en 2021 à 2 millions d'euros en 2022, et en parallèle, une réduction de l'ordre de 230 000 euros des cotisations annuelles et des Infinity Pass encaissées, ce qui explique l'augmentation de 340 000 euros de nos produits d'exploitation. En face de ces produits, nous avons une augmentation substantielle de notre masse salariale qui s'explique principalement par les augmentations de salaire qui ont été décidées pour aider les permanents de l'association à faire face à l'inflation du coût de la vie, et une inflation substantielle de nos charges non salariales qui là aussi s'explique en partie par l'inflation et pour une autre partie par un approfondissement des missions de l'association et le déploiement de nouvelles initiatives. L'agrégat qui me semble le plus pertinent, qui est le résultat courant avant impôt, présente une augmentation de 124 000 euros avant le résultat exceptionnel dont je vous ai parlé. Concernant notre bilan, il est inchangé en pied de bilan. Le total de notre bilan reste de l'ordre de 8,2 millions. En revanche, les masses se sont déplacées de notre position de liquidité, donc les valeurs mobilières de placement et les disponibilités qui représentaient 5,8 millions à fin 2021, qui ne représentent plus que de l'ordre de 2 millions d'euros à fin 2022. La translation s'étant effectuée au profit des immobilisations financières, qui représente notre participation dans HEC UK House et donc notre détention des murs de HEC UK House. Ces comptes ne présentent pas à date de revalorisation à valeur de marché de notre actif immobilier parisien, qui est quelque chose qui pourrait être envisagé dans le futur et qui évidemment impacterait le total de notre bilan et en premier lieu nos fonds propres. Cette année, j'ai voulu également vous présenter un tableau récapitulant l'endettement net de l'association. Fin 2021, cet endettement net était fortement négatif, donc à hauteur de 5 357 000 euros d'excédent de trésorerie. La seule dette que nous avions à fin 2021 était constituée du PGE de 657 000 euros que nous avions contracté en 2020. À fin 2022,
notre excédent net de trésorerie est considérablement réduit et est positionné à 419 000 euros, qui s'explique par 2,5 millions de dettes brutes, les 657 000 euros de PGE et désormais un peu plus d'1,8 million de dettes brutes d'acquisition pour UK House, qui correspond à la première tranche de dette pour l'acquisition de UK House, et des disponibilités et valeurs mobilières de placement à hauteur de 2,9 millions. Passons maintenant au budget 2023. Ce budget présente un excédent pour l'association de 361 000 euros, qui là aussi est impacté positivement par environ 200 000 euros de résultats exceptionnels liés à la subvention exceptionnelle de l'école qui nous permettra de faire face au service de la dette de HEC UK House. Par ailleurs, nous avons fait l'hypothèse dans ces résultats d'une revalorisation de la subvention annuelle de l'école. Je vous disais qu'en 2022, elle avait atteint son plateau à 2 millions d'euros. Nous sommes en discussion avec l'école pour la revaloriser, notamment pour prendre en compte l'inflation des coûts. L'hypothèse qui est prise ici est d'une revalorisation de 250 000 euros, donc à 2 250 000 euros. Concernant HEC Édition, l'ambition du conseil d'administration et de la direction générale de HEC Édition est de ramener son résultat à zéro en réduisant de façon importante le coût de production du magazine. Et concernant HEC UK Alumni, le léger déficit que vous voyez apparaître ici correspond au début de l'exploitation d'HEC UK Alumni avec des revenus qui ne couvrent pas encore toutes les dépenses prévues dans le business plan. Dans le détail, vous voyez apparaître ici l'hypothèse de revalorisation de la cotisation annuelle de 250 000 euros, une augmentation de la masse salariale qui est beaucoup plus contenue que celle de 2022 à 3,9%, et une augmentation de 9% des coûts non salariaux qui là aussi reflète l'approfondissement des missions de l'association. Je voulais par ailleurs vous présenter un bilan financier du projet HEC UK House qui va vous synthétiser tous les efforts financiers faits par les différents intervenants depuis maintenant 2 ou 3 ans. Vous voyez récapituler ici le coût d'HEC UK House tel qu'il est connu au 5 juin. Le coût d'acquisition représente 4 087 000 euros. Et les coûts d'aménagement représentent 1 822 000 euros, soit un total en euros de 5 908 000. Il restera un peu moins de 90 000 euros à financer, ces 90 000 euros faisant l'objet de discussions actuellement entre les différentes parties prenantes au projet. Donc vous voyez récapituler ici la répartition des efforts. Donc je vous le rappelle, avec un coût total du projet de 5,9 millions. L'association a dépassé son budget initial de, je dirais, seulement 14%, ce qui pour un projet immobilier est probablement une très belle réalisation de la part de la direction générale. La fondation, comme je le mentionnais, a levé près de 2,2 millions auprès des alumni. L'école a engagé 6% des coûts du projet. Et donc, au-delà des apports complémentaires de la part de la Fondation HEC qui a notamment financé le mur des donateurs, il nous reste un peu moins de 90 000 euros, toutes taxes comprises, à financer, ce qui va faire l'objet d'un accord entre les différents membres de la SCI HEC UK House, donc notamment l'association et la Fondation. Voilà, c'était ce soir ma dernière présentation des comptes de l'association à l'Assemblée Générale, puisque j'arrive au terme de mes 3 mandats consécutifs de 3 ans au sein du comité. Et je quitte donc ce soir ce rôle de trésorier et mon rôle au sein du comité. Je tiens à remercier tous les présidents que j'ai pu côtoyer dans mon rôle, notamment Emmanuel Chin, Frédéric Jousset et bien sûr Adrien Couret. Et puis également tous les membres du comité, les membres du bureau, les bénévoles, les permanents et bien sûr Marguerite en tant que directrice générale, avec lesquels j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler ces 9 dernières années. Et je souhaite beaucoup de plaisir au futur trésorier dans son rôle et surtout une très belle continuation à l'association. Et je vous laisse maintenant avec notre commissaire aux comptes, Alain Martinez. Merci beaucoup et au revoir.
Mesdames, Messieurs, il me revient d'assurer la deuxième partie de la partie la moins glamour de l'Assemblée générale. Néanmoins, derrière Arnaud, que je remercie, je vous indique donc qu'en exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de notre association relatifs à l'exercice de 12 mois clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport et que vous avez pu lire sur le net. Nous certifions que ces comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilité des commissaires aux comptes » du présent rapport. Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1er janvier 2022 à la date d'émission du présent rapport. En application des dispositions des articles 823.9 et 823.7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes. Nous attirons votre attention sur la note figurant en page 14 de l'annexe aux états financiers joints au présent rapport et relative à la valeur nette comptable de la maison HEC Paris à l'actif du bilan de l'association au 31 décembre 2022. Nous avons pu nous assurer que cette valeur nette comptable était sensiblement inférieure à la valeur économique actuelle de ce bien immobilier. Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels. Concernant les conventions réglementées, il nous appartient de vous communiquer sur la base des informations qui nous ont été données les caractéristiques et modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé, ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon des termes de l'article 612.6 du Code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation. Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Nous vous informons, suspense, qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention passée au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'Assemblée générale en application des dispositions de l'article L612.5 du Code de commerce. Fait à Levallois, donc le 17 mai 2023. Je vous remercie. Après donc le rapport financier et l'audit, l'heure est maintenant venue d'appeler à nouveau sur scène celle qui se dévoue corps et âme pour la communauté depuis bientôt 4 ans, après avoir monté au UK, avant la UK House, le premier bureau international d'HEC. Elle est H03 et c'est évidemment Marguerite Galland qu'on vous demande d'applaudir. Merci. Alors, nous allons pouvoir passer aux résultats des votes qu'on vient de me remettre il y a un petit peu plus de 10 minutes. Alors, d'abord, je voudrais remercier les scrutateurs qui ont procédé au dépouillement des votes. Christian Camaillou et Jean-François Van Donfy, membres du comité, et François Mirikellam, membre du comité des sages, et Christian Morel. Alors, nous avons eu, je vous livre les chiffres en live, 735 votes exprimés,
Et maintenant, nous allons pouvoir regarder ensemble, résolution par résolution, les résultats des votes. Alors, résolution numéro 1, il s'agit de l'approbation du rapport d'activité 2022 et du rapport moral du président. Cette résolution est approuvée avec 94% des votants. Deuxième résolution, l'approbation des comptes sociaux d'exercice 2022 et le quitus au président, au bureau, au comité et au commissaire aux comptes, que je remercie pour son rapport. Cette résolution est validée à 93%. La troisième résolution, c'est de la proposition d'affectation de l'excédent comptable 2022. L'Assemblée générale, après avoir constaté que l'excédent comptable de l'exercice s'élève à 600 488 €, décide d'affecter cette somme en report à nouveau et cette résolution est validée à 97,6%. Passons à la quatrième résolution, avec une main et demie. C'est l'approbation du budget 2023. Donc cette résolution est validée à 94%. La cinquième résolution, ratification du barème des cotisations 2024. Cette cinquième résolution est validée à 92,9%. Je passe à la septième résolution, puisque la sixième, vous le verrez, nous prendra un petit peu plus de temps. La septième résolution, c'est les pouvoirs pour l'exécution des décisions, et cette résolution est validée à 96,9%. Alors maintenant, notre dernière résolution, c'est la sixième. Il s'agit de la nomination de 7 nouveaux membres au comité. Le comité donc, a entendu le rapport de la commission de nomination, rapporté par Mike Mills et Jean-François Van Vanfie, membres du comité, formulé donc, sur la base des lettres de candidature et des recommandations reçues par le président, et suite à l'entretien avec tous les candidats par le comité de nomination. Je vous précise qu'il y a eu 17 candidatures pour cette poste, que ces candidatures étaient largement diversifiées sur le plan géographique, avec 6 candidats venus de l'international, générationnels. Il y a une grande diversité de formations également, avec des diplômés master, MBA, HECJF, grande école, une diversité d'expériences également, et une diversité de genre. Chère Hélène, 9 hommes et 8 femmes. On est presque à parité, mais pour un nombre impair, c'est pas mal. Alors, les choix qui ont été faits par le comité de nomination répondaient à des besoins stratégiques identifiés par l'association. D'abord, poursuivre son internationalisation, opérationnaliser la nouvelle UK House dont on a beaucoup parlé ce soir, développer HEC Éditions, la filiale média de l'association, continuer à bâtir l'avenir d'HEC Ventures et assurer la pérennité financière de l'association. Je vous rappelle très brièvement les critères de sélection, ce sont les mêmes que l'année dernière, mais en toute transparence. La qualité du projet proposé par le candidat et sa compréhension des enjeux, sa disponibilité, puisque cela demande quand même un engagement en temps non négligeable, n'est-ce pas, chers membres du comité, les compétences clés pour garantir la performance, la représentativité et l'équilibre du futur comité, leur engagement pour HEC, c'est ce que racontent en général leurs lettres de motivation, leur implication dans le réseau ou dans la communauté, et enfin le partage des valeurs de l'association, l'excellence, la curiosité, l'esprit entrepreneurial, la responsabilité et la diversité. Donc après l'adoption à l'unanimité par le comité de la recommandation de la commission de nomination, j'ai le plaisir de vous présenter donc les 7 candidats que je vais peut-être mentionner et ensuite je les inviterai à se lever pour que vous puissiez les identifier. Constance Emmanueli, qui est H2012, partenaire chez McKinsey, Lorraine de Gournay, qui est M00, qui est entrepreneur et mentor à l'incubateur, Elisabeth Laverge, qui renouvelle son mandat HECJF 75, présidente de Génération Cher, Nathalie Roman, qui est H96, qui vit à Londres, qui a présidé le Reform Club, qui est administratrice de société, Hortense Deroux, H05, avocate, présidente d'HEC Grandes Écoles au féminin et très active de longue date au sein de l'association, Victor Teneroni, qui est avec nous ce soir, il est président du chapter de Singapour, il a fait le déplacement exprès pour être là, il est H20, on peut l'applaudir. Et enfin, David Vaillant, H98, David,
et travaille chez BNP Paribas. Il est un des co-auteurs du livre blanc sur la biodiversité qui a été mentionné tout à l'heure et également professeur de finances durables à HEC. Alors, le moment que vous attendez tous, le vote pour cette 6e résolution. Donc ce vote est validé avec, peut-être pas aller dans tous les détails, mais 86% pour Constance Emanueli, 86% pour Lorraine de Gournay, 86% pour Elisabeth Laberge, 86% pour Nathalie Roman, 86% pour Hortense Deroux, 87% pour Victor Teneroni et 88% pour David Vaillant. Voilà, bravo à eux. Et sans plus attendre, je vais inviter le nouveau comité, donc avec ses nouveaux membres, à se retirer très rapidement pour une petite réunion qui leur permettra d'élire leur nouveau président. Ils vont se laisser guider par Géraldine Coty pour quelques minutes. Et c'est le moment de dire merci à 5 personnes qui ont beaucoup compté pour l'association ces 3 dernières années, et même plus pour certains. Vous avez entendu qu'Arnaud Joubert terminait son 3e mandat de 3 ans en tant que trésorier d'HEC Alumni. Ces personnes sont les 5 membres sortants du comité cette année, et je voudrais qu'on les applaudisse pour leur engagement. Étienne Casara, qui nous suit en ligne, je crois, Arnaud Joubert, Emmanuel Miquel, ici présent, Alexandra Prigent, qui est également en ligne avec nous, et Isabelle Proust, qui est ici. Merci à vous. Avec donc un nouveau comité, et pour que vive plus que jamais HEC un jour, HEC toujours, un petit mot sur notre réseau. Notre réseau, particulièrement pour les jeunes diplômés qui sont ici ou qui nous regardent, c'est pour beaucoup d'entre nous la possibilité de contacter absolument n'importe lequel de nos 73 000 HEC alumni. Et c'est le devoir pour ces 73 000 de répondre ou faire le maximum pour répondre quand ils sont contactés. Pour que tout ça vive, il y a au sein du réseau de l'association énormément de vecteurs. Vous allez en découvrir plusieurs dans la vidéo qui suit. Essentiellement, pour que ce soit clair au maximum pour tout le monde, géographiquement, on a les chapters à l'international et les clubs régionaux en France. On a les hubs professionnels et les clubs pour les événements et les regroupements plutôt thématiques. Et bien évidemment, les promotions des plus récentes, 2024, 25 et 26, aux plus anciennes, qui sont également représentées ce soir. Un clin d'œil pour finir, parce que le réseau ne s'arrête jamais. La semaine dernière, l'événement Eggfest, qui a rassemblé les groupes de musiciens qui se forment sur le campus année après année. Et je crois que ça a commencé à la promo 82 et rassemblé les promos 2024, 25 et 26. Une petite vidéo pour vous présenter tout ça. No. Pretty Caroline, oh, 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 stone cold stunner. She was a winner, started working at the dime. Oh, 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 searches of her mind to count your blessings, 'cause it's talent first, they'll put you down and leave you there, don't make them scared. Yeah, it's the ugly truth, how they coming for you. Yeah, yeah, no. Don't you think you're better off where the neighbors don't stare? And baby, you're wanted, looking good for the movie screens, living in make-believe, hoping your wishes get granted. I know you never giving up unless it's real. A slippery slope, it's not enough to please you. Pretty Caroline, oh, 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 stone cold stunner. She was a winner, started working at the dime. Oh, 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 searches of her mind to count your blessings, 'cause it's talent first, they'll put you down and leave you there, don't make them scared. Yeah, that's the ugly truth, how they come
Mesdames et messieurs, il semble que le comité ait délibéré. Chère Elisabeth, tu es, on le rappelle à chaque fois, doyenne du comité. Tu sillonnes la France inlassablement, on l'a rappelé ce soir, pour prêcher la bonne parole de la communauté et d'HEC. Et ce qu'on rajoutera peut-être, c'est que c'est la 5e fois que tu vas accueillir le ou la nouvelle présidente d'HEC Alumni. Applaudissements pour Elisabeth. Bon, je ne suis pas grande, donc j'ajuste les micros. Eh bien, chers camarades, Jean-Paul parlait tout à l'heure d'un continuum, d'une nécessité de continuum. Je partage tout à fait ce point de vue et c'est pourquoi je suis vraiment ravie de vous annoncer qu'Adrien reste notre président, le président de notre comité, et au service du continuum pour notre communauté HEC. Bravo Adrien. Merci à tous. J'ai peu de choses à dire si ce n'est merci. C'est une grande fierté de poursuivre une année de plus ce service de la communauté avec tous les beaux défis, tous les beaux challenges que l'on a évoqués, en proximité avec vous et en proximité avec les équipes. Ça me laisse le plaisir aussi qu'on se retrouvera l'année prochaine. Alors traditionnellement, nous terminons cette assemblée générale par la nomination de l'HEC de l'année. Ça fait maintenant près de 40 ans que l'association distingue l'un de ses membres parmi les plus remarquables de l'exercice. Et cette année, nous avons une personne particulière à distinguer, qui nous fait également l'honneur de sa présence aujourd'hui. Et j'ai le grand honneur de vous annoncer que l'HEC de l'année 2023 est Monsieur Éric Lombard. Alors, comme il est de tradition, la remise du prix d'HEC de l'année est précédée d'un petit compliment. Il se trouve que notre HEC de l'année est un homme qui a nourri tout au long de sa carrière un double intérêt pour la finance et la politique. C'est un parcours particulier et son refus de limiter son action à un seul domaine t'ont conduit, cher Éric, à la tête de la plus grande institution financière de l'État. En 2017, Éric Lombard devenait le premier directeur général de la Caisse des dépôts et consignations à ne pas être issu de la fonction publique. Il aurait déjà pu être nommé à ce titre-là, HEC de l'année, cette année-là. En 2002, il devient le premier directeur général de la Caisse des dépôts dont le mandat est renouvelé par le gouvernement. Cela fait beaucoup de nouveautés pour un établissement public créé en 1816, il y a un peu plus de 200 ans. Alors rappelons ici que la Caisse des dépôts joue un rôle central dans la mise en application de notre politique économique. Les journalistes la qualifient même parfois de bras armé du gouvernement dans une métaphore qui reste un peu martiale. Mais il est vrai qu'avec plus de 1300 milliards d'euros d'investissement et de prêts injectés dans l'économie française, à travers une escouade de filiales dont la BPI et dont l'un de nos camarades est également directeur, l'institution fait figure d'arme de développement massive et il faut sans doute pas mal de dextérité pour manier une si grosse machine. Éric, tu es né à Boulogne-Billancourt et tu passes ton enfance à Troyes, il y a une 60aine d'années. Tu es le petit-fils de Pierre Lévy qui a créé le groupe textile Devanlay, lequel commercialise aujourd'hui de célèbres polos marqués d'un crocodile, ici à la place du Cœur. Il était également un grand collectionneur d'art et c'est une passion dont tu as hérité, puisque tu as rejoint le conseil d'administration du Louvre récemment, en février 2023, en même temps que d'autres HEC illustres. Après le bac, Éric Lombard avait d'abord envisagé de suivre des études d'ingénieur. Quelle mauvaise idée! Mais ne faire que des maths, cela ne l'emballait pas vraiment. Et c'est donc pour ne pas renoncer aux matières littéraires et aux sciences sociales, aux humanités, qu'il se dirige vers des hautes études de commerce. C'est ainsi qu'à la toute fin des années 70, sur les campus de Jouy-en-Josas,
Un gaillard aux cheveux longs qui joue au rugby et qui, de son propre aveu, n'est pas particulièrement bosseur, arrive. Mais au-delà des résultats sportifs ou académiques, c'est une initiative toute différente qui marque ces années d'études. À l'époque, il n'existait que 2 syndicats étudiants à HEC, l'un à droite et l'autre à gauche, affiliés au Parti communiste. Ne se reconnaissant dans aucune de ces sensibilités, le jeune Éric Lombard entreprend d'ouvrir une 3e voie en créant un syndicat de gauche réformatrice, un épisode qui préfigure la bifurcation de sa carrière de financier, progressivement portée par la défense de ses convictions et du bien commun. En 1981, alors qu'il s'imaginait devenir directeur financier d'un groupe industriel, le jeune diplômé entre en stage à la banque Paribas. Il y restera plus de 20 ans. Mais son envie de s'engager en politique est toujours là, et elle le pousse à rejoindre, en marge de ses responsabilités à Paribas, un groupe de travail chargé de préparer la candidature de Michel Rocard à l'élection présidentielle. Les banquiers d'affaires de gauche, ça ne court pas les rues. Pour autant, la direction de Paribas accueille avec intérêt et bienveillance son engagement politique et lui promet de lui conserver son poste s'il est amené à occuper des responsabilités politiques. Finalement, Michel Rocard ne sera pas candidat, mais il deviendra Premier ministre en 1988. Éric Lombard rejoint alors pendant 4 ans le gouvernement. Il y est conseiller de Louis Le Pensec, puis de Michel Sapin, avant de revenir chez Paribas, guidé par le sens de l'éthique et de la loyauté. Éric, on nous a dit que tu marchais beaucoup à l'affect. D'ailleurs, c'est sur les conseils de Pierre Vernimen, ton professeur de finance à HEC, et pour lequel tu as toujours gardé une grande affection, que tu crées à cette époque le département fusion-acquisition de Paribas, dont l'activité progresse rapidement. Tu juges alors ton métier de banquier d'affaires, et je te cite, passionnant, ludique, voire quasiment addictif. En 2000, la banque devient le groupe BNP Paribas, au terme de l'une des plus grandes fusions jamais réalisées. Et en 2004, tu changes de métier, sans changer de groupe, pour diriger Cardiff, l'assurance du groupe BNP Paribas. Après 20 ans de performances remarquables, tu quittes BNP Paribas avec le titre d'assureur de l'année, voilà quelque chose qui me parle, pour prendre la direction générale France de Generali, avec le défi de redresser la barre dans une entreprise durement affectée par la crise. Un pari qui sera réussi puisque 3 ans plus tard, l'assureur affiche un résultat opérationnel record, contribuant auprès de 5 milliards d'euros du groupe Generali au monde. Alors j'ai beaucoup évoqué les éléments de ta carrière professionnelle. Je dois ajouter que toute cette période durant, tu n'as jamais oublié cette proximité et ce lien avec HEC, et notamment cet engagement remarquable qui s'est concrétisé auprès de la Fondation HEC, puisqu'aujourd'hui tu fais partie des quelques bienfaiteurs de la Fondation HEC, signalant par là une contribution exceptionnelle. Pour conclure la présentation d'une carrière qui est très riche, et peut-être qui est la cause de ce discours un peu trop long, je voudrais revenir sur un épisode dramatique de notre histoire récente. En septembre 2001, Éric Lombard est à New York pour piloter l'acquisition d'une banque américaine qui a ses bureaux dans le World Trade Center au 95e étage. Il y a rendez-vous le 11 septembre 2001 à 8h30 du matin pour une réunion avec l'équipe dirigeante. Mais le président de la banque lui téléphone pour retarder l'entrevue parce qu'il doit accompagner son fils à l'école. À 8h45, 2 avions s'écrasent sur les tours jumelles. C'est grâce à un pur hasard d'agenda contrarié qu'Éric Lombard a réchappé à un attentat meurtrier. C'est donc à un petit garçon new-yorkais, aujourd'hui trentenaire, que nous devons le plaisir de t'accueillir parmi nous ce soir. J'aimerais qu'on applaudisse Éric Lombard le plus fort possible. Un grand merci, Adrien, pour ces commentaires beaucoup trop chaleureux. Alors, puisque j'ai la parole, je vais la garder quelques minutes. Je crois que c'est la tradition. D'abord, pour vous remercier toutes et tous, avec un remerciement tout particulier à vous qui êtes ici et qui vous engagez pour l'école. Alors, évidemment, toi, Jean-Paul, Éloïc, Olivier et toutes qui font vivre notre communauté. Et c'est
premier message que je voudrais adresser, on a beaucoup de collègues qui disent bon, HEC, bon. Moi, je trouve que cette école est merveilleuse. Il faut d'abord rappeler tout ce que je lui dois dans mon parcours, parce que les formations reçues m'inspirent encore chaque jour. Tu as évoqué Pierre Vernimmen, les cours de finance de Pierre Vernimmen, de temps en temps, parce qu'on fait un peu de finance parfois à la Caisse des dépôts, c'est pas cher Hélène Bourboulot. Et ces cours sont présents en permanence, et tout ce qu'on apprend à l'école, et je sais qu'Éloïc fait vivre cela et le développe, est infiniment précieux, et il faut évidemment continuer à le faire vivre et à le porter. C'est vrai que l'école, c'est pas seulement des cours, mais c'est les rencontres, c'est des réseaux amicaux, et tout ça a une valeur considérable. Et effectivement, je dois tellement à cette école que c'est mon professeur Pierre Vernimmen qui, quand je suis sorti, m'a dit « Hep, vous là-bas, vous venez bosser avec moi chez Paribas ». Et avec un autre HEC d'ailleurs, qui a été aussi, je crois, enseignant, qui est Jean-Paul Sabet. Et vous savez tous que Paribas, puis BNP Paribas, était quand même un grand recruteur d'HEC et continue à le faire, ce qui est bien. Donc, je suis très ému, vous devez l'entendre, par cette reconnaissance, parce que c'est une reconnaissance qui touche un élément de mon parcours qui vraiment a été tout à fait fondateur pour moi. J'ai juste deux messages que je veux partager avec vous. Effectivement, la finance et l'activité professionnelle qui me caractérise. Et moi, je voudrais qu'on soit en permanence avocat de la finance. Et surtout, c'est la finance qui a la capacité de changer le monde, et évidemment de le changer positivement. Juste vous donner un exemple. La Caisse est fondateur de la Net Zero Asset Owner Alliance, de ces alliances mondiales. On s'est retrouvés un matin de confinement, d'ailleurs on était en visio, avec le secrétaire général des Nations Unies, parce qu'il était convaincu, et nous le sommes aussi, que tous les outils de reporting extra-financiers étaient le levier qui allait permettre à la planète d'éviter les conséquences absolument épouvantables du dérèglement climatique. Et je me suis dit, en sortant de cette réunion, si le secrétaire général des Nations Unies s'adresse aux investisseurs, quand même, c'est que... Voilà. Et il a évidemment complètement raison. D'ailleurs, il y a quelques années, j'avais été le premier, cher collègue assureur, à faire noter le portefeuille de Cardiff, que je dirigeais, en notation extra-financière. Donc, voilà, je pense qu'on doit porter le côté utile, même indispensable de la finance, sur lequel je suis intarissable, et donc je vais m'arrêter tout de suite sur la finance. Et puis, deuxième sujet que je voudrais évoquer devant vous, tu as parlé de mon lien avec la politique et avec les politiques. La plus petite commune, le privilège de la Caisse des dépôts, c'est qu'on finance le logement social et les collectivités locales. Et donc, je passe mon temps à visiter notre pays, ce qui est un plaisir immense, tant ce pays est riche, divers. Et la plus petite commune que j'ai visitée s'appelle Consolation-Maisonnette, commune de 31 âmes, au fond d'une vallée du Doubs. C'est absolument magnifique, où il y avait à peu près autant d'officiels que d'habitants pour mettre la fibre optique. Parce que la beauté de notre pays, c'est que quand même on a des services publics qui fonctionnent, et donc la fibre optique est arrivée à Consolation Maisonnette. Et puis j'ai visité des stations de ski installées par le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup d'élus qui sont des entrepreneurs. D'ailleurs, vendredi dernier, j'étais dans l'Eure, où ils sont en train d'installer une société qui va développer les énergies renouvelables. Et puis, on peut évoquer les présidents de région, les patrons d'intercommunalité, et puis les responsables de la plus grande collectivité locale, qui est notre pays. Et moi, je voudrais simplement dire devant vous, très simplement, que les femmes et les hommes qui sont engagés au service de tous, oui, ils ont évidemment des compensations en termes de reconnaissance, de visibilité, de pouvoir, mais fondamentalement, je n'en connais pas un qui ne soit pas complètement dédié à sa tâche et qui font souvent des choses tout à fait exceptionnelles. On ne sait pas que le 4e énergéticien français, c'est une société d'économie mixte de la Vienne, département qui contrôle même quelques barrages dans les Alpes. Voilà, et je souhaitais devant vous, parce que dans le monde des HEC, c'est peut-être pas si fréquent, essayer de réhabiliter ou de dire que tous les responsables politiques méritent notre respect, que je trouve que notre démocratie souffre du fait qu'ils soient aussi peu considérés. Voilà les quelques messages que je voulais partager avec vous, en vous remerciant très chaleureusement de ce que vous faites. Et bravo HEC et longue vie à l'école et à celles et ceux qui passent. Merci à toutes et à tous.
Alors je vais demander aux différents présidents, directeurs, directrices de l'association, de l'école, de la fondation et de la chambre de monter sur l'estrade pour une photo d'honneur. Allez-y. Voilà. Eh bien, c'est le moment où je passe la parole à Julien. Ensemble, si tu veux, après nos présidents et directeurs généraux et HEC de l'année, c'est le moment d'inviter toute l'équipe des permanents de l'association à rejoindre Adrien et Marguerite. Je voudrais même presque, mais qu'on se lève pour l'équipe de nos permanents. On va citer quelques noms, ce qu'on ne fait jamais. On va vous dire que Annick et Laurence sont avec nous depuis plus de 30 ans, que Sophie Bonne-Clairé fête sa 25e Assemblée Générale à nos côtés, 25e, Marine également plus de 20 ans, et toute une équipe de personnes qui nous rejoignent au fil des années, Mathilde, Antoine, Maxime, Clémence et tant d'autres. Merci, bravo à tous. Une ovation. Par là. Et il en manque un. C'est le dernier arrivé. Vous avez le droit de prendre des photos. Tu veux conclure? Un immense merci à tous d'avoir suivi cette Assemblée Générale dans ces merveilleux locaux de la Chambre de Commerce ou en ligne à nouveau. Et on vous invite tous à présent à sortir par derrière pour rejoindre la Garden Party à l'extérieur. Encore merci. Thank you for joining.